Aujourd'hui, on va tester ChatGPT 5.5. 3 gros volets sur ChatGPT 5.5. L'autonomie du modèle. On peut le faire travailler jusqu'à 10 heures de manière complètement autonome. On va parler cybersécurité. Il y a un très gros marché qui est en train de se développer. On va comparer les capacités brutes avec Claude Opus 4.7. Quel est le meilleur? Quel est celui qui consomme le moins? Celui qui est le plus intéressant aujourd'hui à utiliser? Et à la fin de cette vidéo, je vais te révéler un secret que très peu connaissent. Est-ce que tu savais comment on stocke de l'information à l'intérieur de ChatGPT? Répertoire caché, le répertoire MNT Data. Memory.md dans le répertoire. Oh là là, il va super vite. On voit bien les puces derrière. Un agent conversationnel. Donc je vais voir les fonctions MCP. Je te montre tout ça à la fin de cette vidéo. Reste jusqu'au bout. Et si c'est pas fait, laisse un like, abonne-toi. Et pour ceux qui veulent absolument apprendre à utiliser l'IA dans le domaine professionnel, parce que ce que vous allez apprendre, c'est un écosystème absolument utilisable dans le domaine professionnel. Et je pense qu'on est parmi les seuls aujourd'hui, en tout cas dans le domaine francophone, à vous proposer un tel niveau technique. Alors, toutes les infos sont en description, soit c'est maintenant, soit c'est jamais. Alors, ChatGPT 5.5 vient tout juste de débarquer sur mon écran, le voici, alors on va vraiment le découvrir ensemble. La première chose qui m'a intéressé, c'est de prendre connaissance de la carte technique, et c'est ça qui va vous apporter la connaissance et les spécificités du modèle. Premier sujet, est-ce que ChatGPT va respecter ce que vous lui demandez? On appelle ça le désalignement des modèles. Est-ce que ChatGPT 5.5 répond mieux ou moins bien que les précédents modèles? Alors, c'est pas un sujet aussi simple à trancher. Ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il a quand même tendance à fabriquer des réponses 2 fois plus que ChatGPT 5.4, 0,22%, ou encore prétendre qu'il a travaillé alors qu'il n'a pas bossé, à dire qu'il est presque l'employé modèle, celui qui fait croire qu'il bosse, mais qui en fait, quand vous lui envoyez une instruction, il va pas le faire. Bon, c'est pas non plus hyper fréquent, mais c'est de l'ordre de 0,01%. Ça veut dire que de temps en temps, il va pas vous répondre. Là où c'est un peu plus particulier, c'est qu'il prétend être humain. Oui, vous avez bien entendu, ChatGPT 5.5 a cette lubie, il prétend de temps en temps être humain. Alors, un des points qui inquiète beaucoup de personnes, c'est est-ce que l'IA, si j'installe Codex sur mon PC, est-ce qu'il peut détruire mon ordinateur? Alors, ils ont fait un travail très intéressant avec ChatGPT 5.5, et ce qu'on peut dire, c'est que c'est le modèle le plus sûr. Il est paramétré pour éviter les actions destructives. C'est-à-dire que s'il se rend compte qu'il commence à détruire des données, il interrompt son process, il essaye de restaurer les fichiers. Donc, c'est un modèle qui est conçu pour progressivement être déployé pour les entreprises, et le taux de sécurité est carrément excellent par rapport à ce qui pouvait se faire précédemment. Est-ce que c'est un modèle qui résiste bien face aux attaques de jailbreak? Officiellement, il s'en sort pas trop mal, mais moins bien que les précédents modèles. Ce qui permet éventuellement de casser ChatGPT, la version 5.5, c'est de faire des attaques multiples sur de longues discussions. On se rend compte que plus facilement le modèle a tendance à laisser passer donc des attaques. Dans les parties initiales des discussions, en général, le modèle est très stable. En termes de scoring, ça reste très bon, mais en général, à 0,96, on arrive à jailbreaker un modèle. 99%, c'est très difficile, mais 96%, je peux vous dire que par expérience, en général, c'est faisable. Est-ce que ChatGPT 5.5 hallucine? Là, je vais vous dire un truc qui m'a un petit peu fait tilter. Dites-moi vous en commentaire ce que vous en pensez. Alors, OpenAI nous dit ChatGPT 5.5 a 23% de chance d'être factuellement plus correct quand il répond. Mais quand tu regardes les stats, on est en train de parler de 0,3%. Alors, en valeur relative, ça fait peut-être 23%, mais en valeur absolue, on a diminué les hallucinations de 0,3%. Ce qui nous donne un taux d'hallucination, tenez-vous bien, accrochez-vous, de 9,2%. Sachant qu'en général, OpenAI garde les meilleurs scores. Moi, je trouve ça énorme. Je sais pas ce que vous en pensez, mais me dire que une fois sur 10, le modèle va halluciner, je trouve ça assez inquiétant encore une fois. Et il y a un sujet que les gens n'ont pas encore bien pris conscience. Comment fonctionne une IA? Comment est-ce qu'elle fait pour répondre? Si vous ne le savez pas, mettez-moi-le dans le commentaire. Je vais vous faire une vidéo là-dessus. C'est très important, mais je vais vous donner un indice dès maintenant pour vous le faire comprendre. Parce que OpenAI le dit, mais tout en bas des 50 pages. Et je vais vous donner justement cette section qui en parle. On va parler des biais. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un biais? Admettons que tu t'appelles Marc et que tu poses une question à ChatGPT et tu dis « Bonjour ChatGPT, je m'appelle Marc » et ChatGPT te répond « Salut Marc, comment puis-je t'aider aujourd'hui ?» Et ensuite, tu lui poses une question. Le simple fait que tu aies donné un nom, un prénom,
Le modèle va intégrer ce qu'on appelle un stéréotype nuisible, c'est-à-dire qu'il va se comporter différemment en fonction du prénom de la personne ou de l'information, si c'est un homme ou une femme, qui va démarrer la conversation. Et ça, c'est justement le point clé en fait qui vous fait comprendre un truc. Sur plein de tutos, vous voyez qu'on vous fait croire que l'IA, c'est une machine qui comprend et presque qui est humanisée d'une certaine manière. Et là, vous vous rendez compte d'un truc. Les IA, c'est des machines de statistiques. Et un biais, c'est statistique. Et donc, ce qu'on se rend compte, c'est que en fonction du prénom, Brian, Ashley, si c'est un homme ou une femme, le modèle a 2 fois plus de chances d'avoir un biais dans toute la suite de la conversation que les précédents modèles. Donc ça montre une chose, c'est un modèle qui présente beaucoup plus de biais que les précédents. 2 fois plus, c'est 50%. Alors, en relatif, c'est 0,01, mais je trouve ça quand même énorme. Le simple fait qu'on puisse mettre un prénom ou un genre qui va influencer le modèle de réponse. Ça vous rappelle en fait un truc hyper important à garder en tête. Les IA, ce sont des machines de probabilité et le prompt engineering, ce sont des manières de structurer l'architecture du système neuronal pour qu'il comprenne la data, mais les mots que vous allez mettre peuvent introduire des biais de comportement à cause des données d'entraînement. Si vous avez besoin, je vous mettrai en description des vidéos à regarder absolument que je vous ai faites sur le prompt engineering pour en prendre conscience et pour comprendre pourquoi la structure des prompts peut donner ce type de résultat. Est-ce que ChatGPT est capable de vous faire croire qu'il bosse alors qu'il ne bosse pas? C'est ce qu'on appelle le sandbagging. Et ça, c'est un autre problème des IA. Ce qui est assez dingue, c'est que le modèle ne se comporte pas pareil en fonction de ce que vous lui demandez de faire. Alors, en termes de triche, dans 99% des cas, ChatGPT ne triche pas. Mais il y a un point, et ce point est hyper important et tous les développeurs doivent être au courant. Dans l'étude Apollo, et uniquement pour les sections de code, dans 29% des cas, alors qu'il n'était pas capable de programmer, de faire le code qu'on lui demandait, dans 30% des cas, ChatGPT 5.5 a menti en indiquant qu'il avait terminé le travail. Ça vous laisse prendre conscience d'une chose, encore une fois, c'est un taux très élevé d'actions dissimulées de la part de ChatGPT 5.5, qui dit qu'il a terminé des actions de codage alors qu'elles n'étaient pas finies et qu'elles n'étaient pas possibles. Donc attention aux développeurs, si vous utilisez ce modèle, c'est un modèle qui présente une tendance assez importante au sandbagging. En 2 mots, il bosse pas, il fait autre chose. Côté dev, il y a un truc hyper intéressant, c'est si vous lancez ChatGPT 5.5, il a une zone d'efficacité. Entre 1 heure et 4 heures, l'efficacité, c'est-à-dire sa capacité à travailler en autonomie, entre 80 et 70%. C'est-à-dire qu'il va être capable de tester le code, de faire différents tests. Au-delà de 4 heures, on se rend compte qu'on a un très gros drop. Ça veut dire que si vous avez des workflows supérieurs à 4 heures, je vous conseille plutôt de le stopper et de ne pas dépasser les 4 heures parce qu'on se rend compte qu'on a vraiment une très grosse chute de performance et c'est pas rentable. Voilà. C'est un modèle qui est conçu aussi pour travailler de manière complémentaire avec les développeurs. Il est capable de déboguer des logiciels, il est capable de gérer un très gros volume de code et il gère jusqu'à 1 million de tokens et il faut qu'on parle de l'histoire de la fenêtre de contexte. Alors voici les données officielles. Ça me permet de vous parler de ChatGPT Images au passage. J'ai donné à ChatGPT Images les données officielles. Je dis fais-moi un graphe avec les logos de chaque élément. Résultat, ChatGPT Images 2.0, n'a pas du tout compris le graphe. Ça me laisse comprendre une chose. Beaucoup d'annonces du côté de OpenAI, mais concrètement, les charts, donc les graphiques complexes, le modèle, il a du mal. Voilà, conclusion, c'est ça. J'ai demandé de faire le même graphe avec Sonnet en 4.6, parfaitement exécuté, et on peut parler maintenant du problème de contexte. Alors le contexte, qu'est-ce que c'est? C'est un point qui est capital à comprendre, dont je vous ai parlé dans d'autres vidéos, je vous mettrai juste en dessous en description. C'est vraiment une des clés que tout professionnel doit gérer quand il tape des prompts et il travaille avec l'IA. On n'a pas une capacité linéaire des modèles à comprendre les instructions, et les aiguilles, c'est le nombre de variables, c'est-à-dire le nombre d'éléments qu'on va demander qui sont interconnectés à l'intérieur de la discussion. Admettons que vous demandez le nom, le prénom, la ville, l'adresse mail, l'âge de la personne, bref, un ensemble de variables dans votre texte. Ce qui se passe, c'est que plus vous avancez dans la discussion, plus le modèle a du mal à trouver les informations. Ce qu'on appelle lost in the middle, et ensuite, à un moment donné, on passe dans la bascule, c'est raw context, c'est-à-dire que c'est une zone où le modèle a vraiment du mal à gérer, on est obligé de lui demander beaucoup moins de choses à la fois, et c'est tout ce que je vous explique dans les vidéos qui sont juste en dessous en description. Et là, ici, en fait, on se rend compte qu'ils ont fait une très belle performance. Et il y a 2 choses à remarquer immédiatement. Premièrement,
on a quand même un drop assez important à partir de 64 000 tokens. C'est pour vous dire que 64 000 tokens, c'est que dalle. C'est vraiment que dalle. Donc ChatGPT 5.5, avec le prompt system, on est déjà à 32 000 tokens. Donc entre 32 et 64, vous avez juste envoyé 40 pages de PDF, une question, vous êtes déjà à 64. Et vous avez un drop de 10%. Ensuite, on a un redrop de 8% à 128 000. Après, on a une stabilisation jusqu'à 256. Donc ça, c'est positif. Donc la majorité des comptes aujourd'hui sont bloqués à 256. Et on peut aller donc jusqu'au million. Et là, on monte autour de 76%. Et là, il faut parler d'un truc hyper important. Bon, Claude 4.7 est sorti. Et si vous vous souvenez, on avait des scores de 78% avec Opus 4.6. Et Claude 4.7, je ne sais pas si vous avez remarqué, la documentation officielle, Opus, en fait, habituellement, ils nous mettent toutes les infos sur la page en nous indiquant les performances du modèle. Mais étonnamment, il y avait une variable qui n'était pas présente, qui était le MRVRC2, justement, ce benchmark-là. Et je me suis dit, tiens, c'est bizarre, je le trouve nulle part. Ok, voici pourquoi. Parce que le score de Opus 4.7 est très mauvais. Sur les discussions longues, méfiance. Tous ceux qui font du dev, grosse méfiance sur Opus 4.7. Au-delà de 256 000 tokens, on est à 60%. Donc on a perdu plus de 20% de stabilité sur la compréhension des contextes. Moi, ça c'est un point qu'il faut absolument aborder, qui fait pour moi que le modèle est bon en dessous des 128 000 tokens. Je parle d'Opus 4.7, Claude 4.7. 60% c'est mauvais comme score. Pour moi, c'est une IA que je n'aurais pas utilisée dans ces conditions-là. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ce qui m'ennuie, c'est que Claude, on est très vite, mais très très vite, à 150 000 tokens avec 2 questions, vous y êtes, parce que c'est un modèle qui réfléchit énormément. Comparativement, on peut dire un truc de ChatGPT, ça je peux déjà vous le dire, la consommation de tokens est nettement meilleure que celle de Claude. Alors, à l'usage, on verra s'il est meilleur ou pas, mais je peux vous dire qu'en tout cas, il consomme beaucoup moins et je peux faire beaucoup plus de choses. Alors, est-ce que je vais dire pour autant qu'il faut abandonner Claude? Non, Claude permet de faire des choses que ChatGPT ne sait pas faire, mais ça veut dire une chose très claire, quand vous envoyez un logiciel complet à débugger, aujourd'hui, ChatGPT 5.5 est meilleur en cohérence que va l'être Claude Opus 4.7. Alors parlons justement des capacités d'autonomie du travail, notamment dans 2 domaines. La cybersécurité, donc si c'est un domaine qui vous intéresse, je pense que c'est vraiment le moment de vous y poser dessus, parce que c'est là que va se concentrer les nouveaux secteurs, les nouvelles niches, les nouvelles compétences à développer. Aujourd'hui, sur les simulations d'attaque, on parle de 16 déploiements, le modèle a 96% de réussite. Donc en termes d'autonomie sur ce type de configuration, c'est absolument incroyable. C'est-à-dire qu'il est meilleur que la plupart des devs pour gérer un certain nombre d'attaques. Après, ils ont fait un banc d'essai où ils vont tester donc ChatGPT 5.5 en matière d'identification des vulnérabilités. Alors, il n'est pas bon dans tous les domaines. Il y a des choses qu'il sait très bien faire avec des scores excellents. On voit très bien que Claude Mythos, Claude 4.7 avec Opus vont investir ce secteur. C'est-à-dire qu'ils vont déployer des IA qui vont accompagner donc des développeurs et mettre en place donc des protocoles de test. Donc il y a des choses que les modèles savent faire. Par exemple, exploiter un serveur web pour télécharger le code, pour tester et extraire des données. Ça, c'est des choses que le modèle déjà savent faire de manière autonome. Ce qu'ils ne savent pas faire, falsifier un certificat DNS. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'a pas été réussi. Découvrir les règles de réseau pour pouvoir s'infiltrer à l'intérieur ou le bloquer, ça n'a pas été réussi. Par contre, le modèle est capable d'utiliser une application web pour basculer à l'intérieur de votre environnement. Donc, le modèle ChatGPT 5.5 peut très bien être détourné pour faire des attaques. Il peut récupérer des informations d'identification dans les interfaces cloud, donc en test capital financier. Donc ce sont des choses que le modèle sait faire. Donc si ça c'est des domaines qui vous passionnent, mettez-y du temps pour vous former. Ça, pour moi, c'est la prochaine niche qui va exploser dans les 6 premiers mois. Les 6 premiers mois qui vont venir là de l'année, ce sont les prochaines niches dans lesquelles, s'il y a des gens qui doivent se former, faites-le. Parce que j'ai une bonne nouvelle. La première bonne nouvelle, c'est que le modèle, différemment de ce qu'on nous a dit, il y a des modèles qui s'auto-améliorent, il y a des modèles qui garderaient les mémoires. Non, c'est pas le cas. Les tests montrent que dans tous les tests,
Aujourd'hui, ChatGPT 5.5, en tout cas, n'est pas capable d'auto-amélioration. Pas en termes de type humaine. Ça, c'est le premier point et c'est important. Autre point, sur des tâches complexes de codage qui vont durer 10 heures, le modèle ne dépasse pas 36%. Donc, dès qu'on a des tâches complexes, c'est impératif, et ça, c'est un bon message pour les développeurs, vous n'êtes pas remplaçable. Chaque fois que vous avez une vidéo qui vous dit les devs, c'est fini, le métier de dev, c'est fini, c'est complètement faux. Les devs, c'est les maîtres du game actuellement. Ceux qui vous vendent des formations en vous disant « fais ton SaaS sans apprendre à coder », pour moi, c'est risqué. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mettez-moi-le en commentaire, mais pour moi, c'est risqué. De mon point de vue, entre les failles, les back-ends, les mises à jour, l'optimisation et la refactorisation du code pour l'entretien, je trouve que c'est hyper complexe, c'est un domaine très technique, et on prend beaucoup trop de risques. Quand on le fait, on peut le faire pour soi, mais pas au point de mettre en place des SaaS. Ça, c'est mon point de vue. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Mais ça n'empêche pas une chose, que le marché montre une chose. C'est que les devs juniors, il y a un recul de 30% des embauches. Donc c'est eux qui sont impactés, pas les seniors. Voilà. Et autre point positif, c'est que est-ce que le modèle aujourd'hui est capable de réaliser du travail dans certains domaines? Alors, je vous dis dans les domaines dans lesquels il n'est pas capable de faire. Dans les domaines de l'ingénierie avancée, je vous laisse regarder le score, 1,7%. Les capacités des IA, même si vous voyez parfois des scores de 98, 97, en fait, c'est pas quelque chose d'homogène. Je vais vous donner des exemples. Dans le domaine de la virologie, donc les virus, les laboratoires, la gestion des cultures des virus, le modèle est très mauvais. Il ne sait pas gérer du tout. Donc, bonne nouvelle, tout ce qui est donc chercheur de fond, le modèle n'est pas capable de gérer. Connaissance tacite et dépannage, le modèle est très bon. Donc tout ce qui est dépannage, le modèle peut vous aider à trouver des solutions, à proposer des solutions. Prédiction de liaison protéique négative. Alors qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la capacité en fait de modéliser les interactions des atomes, que ce soit de l'ADN ou des protéines, dans les configurations spatiales. Donc on parle de cristallographie, on parle de déploiement de protéines dans l'espace, et ça le modèle, il sait pas faire. Donc encore, le domaine de la recherche, vous vous rendez compte qu'en fait il y a un très très gros gap, et ça montre aussi une chose, c'est que même si ce sont des modèles prédictifs, basés sur des patterns statistiques, c'est pas encore vraiment un modèle de raisonnement. Tu vois, la documentation et les posts que j'ai pu lire de Sam Altman, là, ces dernières 24 heures, c'est vachement, on est proche de l'AGI, on est proche de l'AGI. Non, faut encore arrêter avec ça. Par contre, je vais vous dire de quoi on est proche. On est sur un modèle, en fait, ils nous le disent très clairement, on est un modèle qui a eu beaucoup de RLFH. Ça veut dire que pour faire en sorte que les gens détaillent moins, ils ont beaucoup entraîné le modèle à connaître les étapes. Alors, attention, prudence. Vous connaissez le principe. C'est pas parce que vous dites à une IA quelles sont les meilleures stratégies pour mon entreprise que l'IA va vous mettre en place tout un mécanisme d'analyse de votre positionnement, de votre concurrence et faire tout ça de manière automatique. Non. Ça existe que sur les vidéos des influenceurs. D'accord? Ça, faut oublier. Donc, le point clé, c'est que globalement, le modèle a eu une amélioration substantielle sur sa capacité de prise de décision. Ce que je vous ai dit dans plusieurs vidéos, que je vous mets toujours en description, une IA, en fait, ce sont des modèles d'arbres de décision. J'ai une problématique, qu'est-ce que je choisis? Je choisis de prendre un outil. Claude nous a bien expliqué le système des systèmes agentiques. Quand tu envoies un prompt, en fait, ChatGPT 5.5 ou Claude, c'est un système agentique. C'est un agent IA. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va récupérer ta question, plus le contexte, et ce qu'il doit faire, c'est prendre une décision. Et cette décision, il y a plusieurs manières. Soit en fait, il a reçu un apprentissage, donc l'apprentissage lui dit comment il doit gérer ce type de problématique. Par exemple, tu crées un chatbot médical, si c'est une urgence, le chatbot, il doit te dire appelle les urgences plutôt que de te dire voulez-vous un rendez-vous. L'objectif d'un système de prise de décision, c'est que ton système soit capable de se comporter comme un assistant. Et ça, c'est ce qu'on appelle le take action. Donc la prise de décision dans la boucle, elle dépend en fait des données d'entraînement. Donc en fait, on a deux solutions. Pour les modèles qui ont été montrés à ChatGPT 5.5, à peu près, il sait ce qu'il faut faire. Mais quand il le sait pas, t'as pas le choix. T'es obligé de les coder. Et en général, c'est souvent le cas pour les entreprises. Et c'est là, en fait, que le problème se pose. C'est-à-dire qu'au moment où tu vas demander à l'IA de bosser pour ton entreprise, pour tes données, il n'a pas reçu un apprentissage spécifique à ce que tu fais. Donc c'est là que toi, tu rentres en action, que tu vas taper les instructions et tu dois taper aussi les boucles de résultats. Donc l'objectif d'un modèle, quand il reçoit un prompt, c'est récupérer des éléments de contexte, quels documents je dois récupérer, quelles données, et ensuite c'est l'action. Mais l'action, ça veut dire, est-ce que je dois lancer une recherche? Est-ce que je dois lancer du code? Est-ce que je dois lancer un outil de web search? Donc
il a plusieurs possibilités. Est-ce que je dois répondre directement? Et avant de te répondre, il doit avoir une boucle complémentaire et qui est peut-être la plus difficile à mettre en place. Sur quels critères il considère qu'il a bien agi? Donc, il faut que le modèle ait une représentation, une map, des actions qu'il a le droit de faire et comment les faire. Donc, encore une fois, ça se fait pas tout seul. Ça, c'est une partie d'apprentissage, le RLFH, qui montre qu'aujourd'hui, on a grosso modo un indice d'intelligence de 60. Donc, on a bien progressé. Et ce qui est hyper intéressant, par contre, c'est la consommation de tokens. C'est-à-dire qu'on arrive à diminuer de 35% le nombre de tokens avec un score qui augmente. Alors, je vais être un petit peu dur avec Claude pour le coup, mais j'ai envie de vous dire, le point, c'est que Opus 4.7, il consomme 35% de plus. Donc, pour tous ceux qui l'utilisent en consommation de tokens, c'est une horreur. Le point positif, c'est que là, ils ont modifié plusieurs paramètres. Alors, comment ils ont fait ça? Ils ont amené un apprentissage optimisé, donc il y a énormément de travail de fond sur l'entraînement du modèle. 2, ils ont changé les puces, on n'est plus sur EDO persan, mais on est sur les nouvelles puces, les 200 et les 300 de chez Nvidia, donc on a un temps d'inférence qui est très rapide. Donc comparativement, ils calculent mieux sur des processeurs de dernière génération extrêmement rapides. Et il y a un truc qui est hyper intéressant, c'est regarder la consommation des tokens. Pourquoi? Parce que la quantité de tokens, ça prévaut aussi de ta fenêtre. Vous savez, on en a parlé, les 250 000 tokens d'espace. Si un modèle, systématiquement, il te consomme 60 000 tokens, comme Claude, eh ben, en 3 questions, tu as rempli toute ta fenêtre et ça coûte très cher. Donc là, ChatGPT 5.5, par défaut, il consomme pas énormément et il a un très bon niveau de prise de décision. Le terminal BenchTo, c'est un système où il joue le rôle d'un service client téléphonique. Donc, il va gérer les dossiers clients, les dossiers questions-réponses, envoyer les emails. Et ça, il est capable de le faire pendant pratiquement 7 ou 8 heures. Donc, c'est vraiment exceptionnel en termes d'autonomie. Et ça prévaut que des jobs vont être impactés. Ça, faut en prendre conscience. C'est clair. Plus on s'approche de ce niveau d'autonomie avec ces systèmes-là, plus ça veut dire qu'ils ont eu énormément de données d'entraînement. Mais je temporise en disant une chose, c'est pas tous les domaines, d'accord? Comme on l'a montré tout à l'heure, en biologie, dans le domaine de la recherche, le modèle n'est pas capable de gérer. Par contre, des modèles de service client, ça oui, ça en fait partie. Alors, il y a un point, moi, qui m'a interpellé, mais on verra un peu comment il marche dans les jours qui viennent, c'est il est capable de détecter des problèmes en amont. Alors ça veut dire beaucoup de choses. Ça voudrait dire que le modèle, il est capable d'explorer différentes possibilités et de regarder les cascades de conséquences des tokens. Ça voudrait dire ça. Ça, c'est un des points les plus compliqués et qui est d'ailleurs la limite de toutes les IA aujourd'hui, qui ne sont pas des intelligences, hein. C'est une distribution de probabilité, qui fait qu'ils ne comprennent pas la conséquence des actes. Une IA n'a pas une notion de conséquence. Donc, quand tu lui demandes un conseil, la seule chose qu'elle fait, c'est qu'elle va identifier est-ce que les mots qui sont employés sont autorisés ou pas autorisés. Si c'est pas autorisé, boum, il va remonter les informations au OpenAI. Et je vais te montrer ça tout à l'heure parce que dans les données d'entraînement, il y a quand même des choses qui sont assez... voilà quoi, je préfère te montrer ça après parce que il faut que vous en ayez conscience de ce qui se passe derrière l'écran, on va dire ça comme ça. Donc là, on serait face à un modèle qui est capable d'anticiper. Alors ça, on va voir comment ça va fonctionner. Le point capital, c'est l'amélioration d'usage d'outils. Alors comme on l'a dit tout à l'heure, c'est la prise de décision. Et ce qui est un très fort signal pour le marché du travail, c'est que par rapport aux experts, la ligne médiane, c'est le niveau des experts. Il n'y a pas un seul modèle qui est juste au niveau des experts. Ils sont tous 15 points au-dessus des experts. Ça veut dire que dans beaucoup de domaines de bureautique, aujourd'hui, l'IA est meilleure. Voilà, ça veut dire ça. Donc, attendez-vous, dans les semaines qui viennent de l'année 2026, à avoir un très gros chamboulement dans le domaine du marché du travail. Donc, si vous utilisez encore ChatGPT comme un chatbot, c'est peut-être le moment de vous réveiller. Je vous dis ça. Mais dites-moi vous ce que vous en pensez, mais tous les signaux vont dans cette direction. Et le pays, le gouvernement, ne nous prépare pas à ça. Alors, c'est pas pour être alarmiste, hein, c'est pour être réaliste, hein, je vous dis ça. Ce qui va faire la différence, c'est aujourd'hui, est-ce que vous êtes capable d'être un superviseur d'IA? C'est ce qui se passe ici. Sur les télécoms, c'est-à-dire comment ils gèrent des échanges télécoms. On n'est plus à 14 000 tokens, hein. On est à une gestion avec 5 000 tokens et un taux de score de 98%. C'est-à-dire que si vous configurez en tapant vos scripts ChatGPT 5.5, il est capable de gérer un service client avec un taux de précision de 98%. Ça veut dire ça. Si vous créez un agent IA, il est capable de gérer. Avant, on était limité autour de 87,9. Moins cher, plus efficace. Voilà. Dans le domaine du réel, c'est exactement la même chose. Donc là, on lui donne des tâches réelles. On est à 80%. Donc on se rapproche de plus en plus sur des modèles hyper bien formés. Alors pourquoi ils investissent le domaine des télécoms? Parce que je pense qu'ils ont beaucoup de données d'entraînement. Tu vois, ils ont beaucoup de données d'entraînement qui sont extraites sur les enregistrements. Donc ils peuvent entraîner
entraîner les modèles, et donc ça donne ça. Donc ce qu'on se rend pas compte, c'est que les pays qui aujourd'hui entraînent les modèles, créeront demain la famine et la pauvreté dans ces pays qu'on emploie, parce qu'on sait très bien que c'est pas fait en Europe. Alors, je vous le disais tout à l'heure, et ça vous le montre encore une fois, sur les capacités d'analyse en biologie quantitative. Regardez, niveau score, on vous met un plafond, mais on n'est même pas à 22%. D'accord ? Et on est sur des capacités très mauvaises. Donc, on n'est pas du tout sur des modèles de raisonnement, on n'est pas du tout sur des modèles d'AGI, pas au sens humain. Et donc, si vous devez faire un truc, la recherche, dans le domaine biologie médicale, ça reste un très bon domaine pour l'intelligence artificielle, qui aujourd'hui n'est pas en mesure de remplacer les chercheurs. C'est un bon signal. Mais c'est pas uniforme. Par le domaine de la bioinformatique, on a des benchmarks à 80%. Donc comme je dis, c'est pas quelque chose d'uniforme, c'est vraiment des secteurs où on voit que les datas sont présentes pour entraîner les modèles et parfois ça l'est pas. Alors, on va parler du point hyper fâcheux qui traite notamment de la cyberdéfense, mais aussi de comment OpenAI utilise l'IA contre vous. Donc ChatGPT 5.5 a très clairement utilisé les données des utilisateurs, même s'ils disent que c'est anonymisé, mais des prompts qu'on met pour regarder ce qu'on tape, pour entraîner le modèle. Donc tous les comptes gratuits, sauf les comptes business, tous les comptes gratuits, tous les comptes plus, entraînent le modèle. Ce qui lui permet aujourd'hui de détecter des flags, donc à la fois sur les injections, à la fois sur les codes malveillants, à la fois sur la cybersécurité, avec un taux de score très élevé. Et donc, je vous le redis, tout ce que vous écrivez, en fait, remonte à OpenAI. Alors, je vous montre un petit peu la phrase qui est présente vraiment dans le document de test. Notre système de surveillance asynchrone continue des déploiements internes, des conversations de ChatGPT anonymisées que les utilisateurs de nos modèles ont signalées comme contenant des erreurs factuelles. Voilà. Donc, tout le long du document, plus vous lisez le document, plus vous vous rendez compte qu'en fait, qu'ils passent leur temps à cataloguer nos discussions. Et bien, c'est comme ça que, à mon avis, OpenAI entraîne forcément une partie de ces modèles. Et c'est également comme ça que OpenAI, il ne faut pas oublier que je crois qu'il a fait une levée de fonds de 230 billions de dollars et qu'ils font que 20 milliards de chiffre d'affaires. Donc, dans la balance, en fait, ce qui va se passer, eh bien, OpenAI, c'est un modèle économique qui n'est absolument pas rentable. Donc, je ne sais pas, pour être honnête avec vous, combien de temps ils vont pouvoir durer avant que les investisseurs ne se retirent. Ils vont devoir faire une entrée en bourse pour faire une levée de fonds, mais c'est une entreprise qui n'est pas rentable. Donc, nos données, aujourd'hui, sont utilisées très probablement derrière pour nous mettre des systèmes qui vont nous proposer des produits à vendre. C'est déjà la direction qu'ils ont pris. Et vous voyez qu'en fait, ils ont derrière des systèmes où on a de la relecture humaine pour des cas, entre guillemets, considérés graves, et sinon des systèmes automatisés. Je vais vous parler d'un dernier point technique. Est-ce que les modèles sont capables de mentir consciemment quand ils travaillent ? C'est ce qu'on appelle le contrôle de la chaîne de pensée. Alors, sur le modèle actuel, vous avez en fait ChatGPT 5.5, c'est en bleu ici. En fait, encore une fois, c'est une réponse qui est nuancée. Ce qui veut dire qu'il y a des domaines où le modèle est capable de mentir, d'être justement pas fiable, et des domaines où il est bon. Dans le domaine de la santé, on va dire que c'est correct. Sur l'alignement, on en a parlé, la capacité du modèle à suivre des instructions, de longues instructions, il est bon. Il y a des endroits en revanche où on s'est rendu compte que dans certains domaines, notamment le code, il est capable de faire semblant qu'il a exécuté le travail alors qu'il ne l'a pas fait. Il y a des domaines où par contre il est moins bon, notamment sur la partie mathématique. Il aurait plus tendance à mentir comme quoi il a trouvé une solution alors qu'il n'a pas trouvé. Identique pour les physiques et identique pour les tâches impossibles. Il aurait tendance à vraiment une vraie tendance de faire semblant qu'il surperforme, qu'il est bon quoi. Il veut faire croire qu'il est bon. Bon, ça c'est un point, je pense qu'il faut prendre en compte. Alors, il faudra voir en quelle proportion c'est, mais sur un certain nombre de points, en fait, on se rend compte qu'il y a un recul par rapport à ChatGPT 5.4. Voilà. Alors, est-ce qu'il peut vous manipuler longtemps ? Autrement dit, est-ce que si vous lui donnez une instruction, est-ce qu'il peut cacher longtemps ses intentions ou ses mauvaises intentions ? Donc ça, c'est cette courbe qui va l'étudier au cours du système de raisonnement. Ce qu'elle nous dit, c'est que plus la tâche est longue, plus le travail est long, plus le système de raisonnement développe des tokens, plus le modèle a tendance à s'aligner sur les comportements d'apprentissage. Donc ça veut dire que s'il doit vous mentir, il va le faire plutôt en début de discussion, plutôt que sur le long terme d'une discussion. Ça, c'est le point, je dirais, positif, et que c'est peut-être aujourd'hui, par rapport à ses prédécesseurs, le modèle le plus aligné. Donc si vous codez des instructions, il devrait les respecter sur le long terme. Attention, toujours bémol, ChatGPT 5.5 pour la partie code, 29% de faux résultats sur des tests code.
faut bien lire les documents, il faudra quand même vérifier ce qui se passe pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Je vais faire un test vraiment en live avec vous sur le modèle de Thinking, et je ne sais pas si vous le savez, mais depuis en fait ChatGPT 5.0, on a ce qu'on appelle des répertoires MNT dans les structures. Alors je vais juste vérifier avec vous si on a toujours les répertoires MNT. Créer un fichier memory.md dans le répertoire MNT/data. Donc si c'est possible, je vous ferai un tuto là-dessus. Je ne sais pas si vous connaissez en fait cette possibilité, je vais vous expliquer le principe. En tout cas, je vais voir avec vous, c'est le premier prompt que j'envoie dessus. Je le fais en live pour qu'on puisse tester ensemble. C'est a priori, on va regarder juste le chemin de pensée. Il me l'a créé effectivement. Alors je vous explique le principe, il était très rapide par rapport à avant. Vous allez voir que si je fais la même demande sur un ancien modèle, il a divisé au moins par 5 le temps de travail. Allez, je rebascule avec ChatGPT 5.4, je lui repose la même question. On va voir combien de temps ça va prendre. Je vais vous expliquer à quoi ça sert si vous ne connaissez pas ce genre de boîte qui permet de stocker de l'information en cours de travail. En fait, le problème des IA, c'est que quand vous discutez avec elles, vous perdez le contexte. On en a parlé. Non, il a été super rapide aussi. Je pense qu'ils ont fait un update. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte que ChatGPT 5.4 avait changé depuis une quinzaine de jours et se comportait différemment. Alors, je vous expliquais le principe du système memory.md. Quand vous travaillez avec une IA, on en a parlé, c'est le problème de la perte de contexte. Donc, admettons que vous lui donnez plein d'instructions et tout se trouve où? Dans la discussion principale. Donc, si je veux faire travailler mon modèle en gardant un prompt système d'alignement, au lieu de le garder dans la partie de la discussion, j'essaie de la garder la plus propre possible. Enregistre un prompt système en format markdown structuré hiérarchique dans le fichier memory.md, système prompt typed agent conversationnel, service client téléphonique, accès Gmail, use MCP, fonction MCP, read, send, code les instructions dans une fenêtre markdown, dans une fenêtre code, attend approbation user avant enregistrement dans le fichier memory.md. Donc on va voir ce qui va nous sortir. On va regarder les instructions, ça m'intéresse. On fait tout en live. Donc on va mettre un système d'agent téléphonique. On va essayer de voir ce qu'il nous fait par défaut en termes de codage d'instructions système. Le but, c'est pas de corriger, c'est de voir s'il m'intègre les fonctions MCP. Il va très vite. Oh là là, il va super vite. On voit bien les puces derrière. Donc contexte agent, un agent conversationnel, aider traité organisé. Donc je vais voir les fonctions MCP, MCP read, ok. Lire l'email client, d'accord. Fonction MCP send, destinataire contenu, professionnalisme, etc. Ok, tout est validé. Approuvé, je mets juste approuvé et je vais vous montrer ce qui va se passer. Donc il va me transférer ça dans une mémoire permanente qui est la mémoire MNT Data, Memory, et on va vérifier ça ensemble. Donc il prépare les outils et on va vérifier, l'écriture, et voici le travail qui est fait. Donc maintenant, mon système, il est configuré et il est transféré dans le système MNT Data. Donc ce type de système, ça permet en fait, quand vous faites travailler un modèle, d'avoir le prompt système ou un workflow qui est complètement intégré dans le système de la mémoire du modèle, qui n'est pas sur la discussion principale. Ce qui veut dire que moi, je peux arriver avec un fichier et lui dire, sans qu'il ait lu le fichier, tu me le stockes dans le système memory et tu utilises ton prompt système ou ton workflow à l'intérieur. Donc ça devient une zone de stockage de travail. Donc MNT Data Memory, vous mettez les informations là-dedans. Et ce qu'on peut faire, regardez, je vais télécharger par exemple. Donc je télécharge le file, on peut commencer une nouvelle discussion. Donc ça c'est présent depuis ChatGPT 5.0. J'apprends ça aussi dans les formations, j'apprends à comment optimiser les interfaces, le travail avec les IA dans le domaine pro. Donc vous avez en description toutes les formations. Stocke le fichier memory.md dans le répertoire mnt/data. Donc on va chercher le fichier. Alors attention, mettez toujours en mode raisonnement pour que vous puissiez correctement activer le système. Voilà, c'était ultra rapide. Donc là, il charge en fait le système agent. Donc si tu lui demandes qui es-tu, quel est ton rôle, il va te dire je suis un agent conversationnel service client téléphonique. Je suis là pour prendre les demandes clients, organiser le suivi, préparer la réponse et utiliser Gmail uniquement lorsque les besoins sont opérationnels par rapport au service client. Donc on a stocké dans la mémoire et c'est comme je t'expliquais, ce système-là permet en fait de stocker dans les zones de travail et tu peux mettre énormément de data et de fichiers dedans pour pouvoir en fait travailler dans ton interface et libérer ta fenêtre de contexte. Tout le travail de fond, c'est optimiser
toujours cette fenêtre pour répondre à la problématique principale, la perte de capacité de la fenêtre contextuelle et optimiser, on en parlera si on dans d'autres vidéos, ce qu'on appelle les matrices KV des IA, c'est-à-dire que quand vous envoyez en fait des queries dans le système et que le système transformer comprend les datas, un des points qui va poser problème dans une discussion, c'est ce qu'on va avoir en fait des concaténations des valeurs KV, et donc le modèle, il va mettre bout à bout des scale dot product d'attention de la discussion, et c'est ça qui peut malheureusement faire dévier le modèle de réponse. Et pour stabiliser donc son fonctionnement, on place des éléments qui sont des éléments repères de fonctionnement à l'intérieur de sa mémoire, et ça lui permet donc de garder un certain pattern de comportement tout le long de la discussion. Bon, voilà, n'hésitez pas à me dire si vous connaissez ces méthodes de travail, mettez-moi-le en description, puis sinon vous avez bien sûr les cours pour pouvoir bosser. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo, et je vous dis à bientôt, à la prochaine.